En octobre 2020, les États-Unis ont fait quelque chose qui a changé les règles du jeu spatial. À jamais, sans demander l'avis de personne, sans convoquer les Nations Unies, sans négocier avec la Chine, ni la Russie. Ils l'ont simplement fait. Ils ont créé un système légal qui leur permet d'établir des zones exclusives sur la Lune. Des zones où seulement eux peuvent opérer. Des territoires où personne d'autre ne peut entrer, sans leur permission. Et ils ont appelé ça des zones de sécurité. Ça semble raisonnable. Ça ressemble à quelque chose que n'importe quel pays ferait pour protéger ses missions. Mais il y a un petit problème. Le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967 dit explicitement qu'aucun pays ne peut revendiquer de territoire sur la Lune. Article 2. Clair comme de l'eau de roche. L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'une appropriation nationale, que ce soit par revendication de souveraineté, par voie d'utilisation ou d'occupation, ou par tout autre moyen. Tout autre moyen. Et pourtant, nous y sommes. Les États-Unis ont créé un mécanisme légal qui fonctionne exactement comme une propriété territoriale. Seulement, avec un autre nom. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment ils ont fait. Pourquoi la Chine est furieuse et ce que cela signifie pour le futur de l'exploration spatiale. Commençons par le début. Les accords Artemis comportent 11 sections, 11 ensembles de principes sur la façon dont les pays signataires doivent se comporter dans l'espace. Mais il y a une section qui est beaucoup plus longue que toutes les autres, la section 11. Désamorçage des conflits d'activité spatiale. C'est là qu'apparaît le concept de zone de sécurité. L'idée, selon les États-Unis, est simple. Lorsqu'une mission atterrit sur la Lune, elle a besoin d'une zone d'opération, des robots qui se déplacent, des astronautes qui marchent, des équipes qui extraient des échantillons. Il est logique que d'autres missions n'opèrent pas exactement au même endroit au même moment. Elles pourraient interférer, elles pourraient s'endommager mutuellement, elles pourraient causer des accidents. Alors, il propose de créer des zones de sécurité, des zones temporaires où les opérations d'un pays ont priorité, des zones où les autres pays doivent notifier avant de s'approcher, des zones où, dans la pratique, personne d'autre ne peut entrer. Et c'est là que le problème commence, parce que temporaire est un concept très élastique. Et priorité peut signifier beaucoup de choses. En 2011, bien avant les accords Artemis, la NASA avait déjà proposé quelque chose de similaire. Il recommandait d'établir des zones de protection allant jusqu'à 2 km autour de sites contenant des artefacts américains. Le lieu d'atterrissage d'Apollo 11, les restes d'Apollo 12, les véhicules abandonnés à la surface lunaire. La NASA a compris qu'interdire complètement l'accès violerait le traité de l'espace extra-atmosphérique. C'est pourquoi ils l'ont présenté comme des recommandations volontaires, des lignes directrices, pas des lois. Mais avec les accords Artemis, la donne a changé. Maintenant, 60 pays ont accepté le concept. 60 nations qui reconnaissent que les États-Unis peuvent établir des zones où les autres doivent demander la permission. Ce n'est plus une recommandation. C'est un système légal parallèle. Un traité qui fonctionne en marge des Nations Unies. Un cadre qui redéfinit ce que signifie libre accès sur la Lune. Et la Chine n'est pas restée silencieuse. Les médias d'État chinois ont qualifié les accords Artemis de quelque chose de très spécifique. Méthodes coloniales européennes de clôture des terres, colonialisme spatial. Le directeur de Roscosmos, Dimitri Rogozin, a été encore plus direct. Il a comparé les zones de sécurité à l'invasion américaine de l'Irak. D'abord, tu agis. Ensuite, tu cherches une justification. D'abord, tu établis un contrôle. Ensuite, tu demandes. Et la comparaison n'est pas exagérée. Pensez à ce que cela signifie dans la pratique. Les États-Unis vont atterrir au pôle sud de la Lune. Ils vont établir une zone de sécurité autour de leur base. Ils vont commencer des opérations d'extraction d'eau et d'hélium. Et si la Chine veut opérer dans la même région, elle devra se coordonner avec les États-Unis. Elle devra notifier, demander l'accès, attendre l'approbation pour sa propre mission, avec sa propre fusée, sur la Lune, qui appartient supposément à toute l'humanité. Ce n'est pas de la coopération,
c'est du contrôle. Mais les États-Unis ont un argument, et il est important de le comprendre. Le traité de l'espace extra-atmosphérique dit que vous ne pouvez pas revendiquer de territoire. Mais il dit aussi que les États doivent éviter toute interférence dommageable avec les activités des autres. Article 9. Et les zones de sécurité, argumente-t-il, sont précisément pour cela, pour éviter l'interférence, pour protéger les missions, pour garantir que les opérations d'un pays ne nuisent pas à celles d'un autre. C'est un argument intelligent. Ils utilisent le traité lui-même pour justifier quelque chose que le traité interdit. Parce que si vous définissez une zone de sécurité comme une protection contre l'interférence, alors vous ne revendiquez pas de territoire, vous vous protégez seulement. Mais il y a un problème avec cet argument. Qui décide de la taille de la zone? Qui décide combien de temps elle dure? Qui décide ce qui compte comme interférence? Les États-Unis. Seulement les États-Unis. Il n'y a pas de comité international. Il n'y a pas d'arbitre neutre. Il n'y a pas de processus multilatéral. Les États-Unis proposent. Les États-Unis mettent en œuvre. Les États-Unis décident. Et c'est exactement ce que la Chine et la Russie dénoncent. Un expert en droit spatial allemand, Stefan Aube, l'a dit clairement. Les zones de sécurité sont des zones spécifiques. Et c'est précisément l'acquisition de telles zones qui est interdite par le traité de l'espace extra-atmosphérique. Il n'y a aucune ambiguïté dans son interprétation. Les zones violant le traité. Point. Mais le droit international ne fonctionne que si quelqu'un le fait respecter. Et personne n'a le pouvoir d'obliger les États-Unis à changer de cap. Si ce type d'analyse juridique vous aide à comprendre ce qui se passe vraiment, pensez à soutenir la chaîne avec un soutien financier. Chaque contribution me permet d'étudier ces sujets en profondeur et de vous apporter des perspectives que vous ne trouverez pas dans les médias traditionnels. Maintenant, parlons des conséquences pratiques. En 2025, un exercice de simulation a réuni des équipes représentant les États-Unis, la Chine et la Russie. Le scénario était fictif, mais basé sur des situations réelles. Une mission américaine établit une zone de sécurité de 10 km au pôle sud lunaire. La Chine prévoit d'atterrir à l'intérieur de cette zone. Que se passe-t-il? L'équipe américaine a fait valoir que la zone était nécessaire pour des opérations sûres. Ils ont cité les accords Artemis. Ils ont cité des précédents. Ils ont cité des principes d'ingénierie. Les équipes chinoises et russes ont rejeté complètement le concept. Ils ont fait valoir que de telles revendications sont dépourvues de fondements juridiques. Ils ont fait valoir qu'il n'existe pas de processus multilatéral pour les régir. Ils ont fait valoir que la taille de la zone était arbitraire. Et ils ont argumenté que le précédent que cela établissait était dangereux. Si les États-Unis peuvent créer une zone de 10 km, pourquoi pas de 100? Si la zone peut durer 1 an, pourquoi pas 10? Si vous avez besoin d'une permission pour vous approcher, en quoi cela diffère-t-il d'une propriété territoriale? L'exercice s'est terminé sans résolution. Parce qu'il n'y a pas de résolution, les Nations Unies ont tenté d'intervenir en avril 2025. Elles ont proposé de nouveaux principes pour l'exploration lunaire. Une tentative de trouver un terme moyen. Mais le document reflète le langage du traité de l'espace extra-atmosphérique. Et la tension entre l'accès libre et la nécessité de protection reste sans solution. Parce que le traité a été écrit en 1967, quand la Lune était un rêve, quand personne ne pensait à l'exploitation minière spatiale, quand l'idée de base permanente était de la science-fiction. Le traité n'a pas envisagé un monde où plusieurs pays se disputent les mêmes ressources au même endroit. Il n'a pas envisagé des entreprises privées réclamant des droits d'extraction. Il n'a pas envisagé des zones de sécurité ni des opérations commerciales. Et maintenant, nous y sommes, avec un cadre légal obsolète, avec des puissances qui ne sont pas d'accord, avec des ressources qui valent des trillions de dollars attendant d'être revendiquées. La Lune est en train de devenir le nouveau champ de bataille. Pas avec des armes, avec des lois, avec des précédents, avec des zones de sécurité qui s'étendent graduellement, avec des opérations qui établissent petit à petit des faits accomplis. Parce que, dans le droit international, la possession compte. Celui qui est là, le premier, a un avantage. Celui qui établit des opérations a des arguments.
Celui qui crée une infrastructure a des droits de facto. Les États-Unis le savent, la Chine le sait. C'est pourquoi ils courent tous les deux, pas seulement pour arriver en premier, pour rester en premier, pour établir les règles du jeu avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Les zones de sécurité ne sont pas la fin du conflit. Elles sont le commencement. Elles sont le mécanisme que les États-Unis utiliseront pour contrôler l'accès aux ressources lunaires les plus valables. Le pôle Sud, les cratères dans l'ombre permanente, les dépôts d'eau gelée, les réserves d'hélium-3, tout concentré dans la même région, tout objectif de multiples missions, tout potentiellement à l'intérieur des zones de sécurité américaines. Et la Chine ne va pas rester les bras croisés. Ils construisent leurs propres bases, ils établissent leurs propres alliances, ils rejettent les règles américaines et, éventuellement, les deux vont atterrir près du même endroit. Que se passe-t-il alors? C'est la question à laquelle personne ne peut répondre, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de résolution. Il n'y a pas de tribunal spatial, il n'y a pas de police lunaire. Seulement deux superpuissances avec des visions incompatibles sur qui a droit à quoi. Et 384 000 km de distance où personne ne peut intervenir. Les zones de sécurité sont le symptôme. Le problème est beaucoup plus profond. C'est une compétition pour les ressources dans un endroit où les règles n'existent pas encore. Et celui qui écrira ces règles contrôlera l'avenir. Les États-Unis disent qu'ils protègent leur mission. La Chine dit que c'est du colonialisme. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi votre opinion dans les commentaires. Je veux savoir de quel côté vous êtes et pourquoi.